Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire consacré donc à la présentation des travaux de l'Agence internationale de l'énergie et plus particulièrement du programme de collaboration technologique HPT Heat Pumping Technologies. Les intervenants durant ce webinaire seront Pierre Pardo et moi-même Michel Mondeau. Alors, pourquoi ce webinaire? La France est membre de l'Agence internationale de l'énergie et participe à un certain nombre de programmes collaboratifs technologiques et en particulier celui dédié donc aux technologies de la pompe à chaleur. Son représentant légal est l'ADEME en la personne de Paul Kaik et je vous ai indiqué donc un lien vers le site de l'ADEME où il y a une présentation de ces différents PCT et en particulier celui consacré aux pompes à chaleur. L'ADEME, dans le cadre de ce PCT, a confié un certain nombre de missions au CETIAT qui sont d'assurer la représentation de la France au HPT, en particulier dans les instances telles que le comité exécutif, mais surtout de valoriser les activités du HPT auprès de la filière professionnelle française, d'où ce webinaire aujourd'hui, pour promouvoir et inciter donc les industriels et la profession à participer activement aux travaux de ce HPT et en particulier ce qu'on appelle les annexes et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, le sommaire de ce webinaire, il y a une première partie qui sera consacrée donc à la description ou à rappel de la description du fonctionnement et des activités donc de ce AIE PCT HPT. Ensuite, je laisserai la parole à Pierre Pardo pour vous présenter une annexe, donc l'annexe 42, qui a été consacrée aux pompes à chaleur dans les smart grids. C'est une annexe qui a été récemment clôturée, terminée, à laquelle la France n'a pas participé, mais néanmoins, il nous a semblé que c'était un sujet intéressant, une annexe particulièrement intéressante, et on souhaitait vous présenter les objectifs et les principaux résultats de cette annexe. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous présenter la dernière annexe lancée, l'annexe 54, consacrée aux pompes à chaleur utilisant des filtres frigorigènes à faible GWP. Donc, il s'agira de vous présenter les objectifs de cette annexe, le programme prévisionnel et comment y participer. Durant toutes ces présentations, vous avez la possibilité donc de poser des questions par l'intermédiaire de la petite boîte questions qui s'affiche à droite de votre écran. Et donc, à l'issue de chacune de ces parties, nous consacrerons un petit moment à la réponse à vos questions s'il y en a. Alors, le fonctionnement des activités de l'Agence internationale pour le PCT HPT. Alors tout d'abord, donc l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, est une structure accueillante au travers de son Network Energy Technology, une structure accueillante pour des projets internationaux visant donc les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc c'est ce qu'on appelle les programmes de collaboration technologique PCT ou TCP en anglais. Parmi ces PCT, il y en a un qui est consacré donc à la technologie des pompes à chaleur, qui s'appelle le Heat Pumping Technologies, et qui a pour vocation d'évaluer et de diffuser l'application de la technologie de la pompe à chaleur dans tous les domaines où elle sera intéressante. Donc que ce soit un domaine résidentiel, secteur résidentiel ou industriel, que ce soit pour des applications diverses telles que le chauffage, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire, la réfrigération, et bien entendu, quelle que soit la technologie utilisée, pompe à chaleur électrique, gaz, hybride, etc. Donc tout domaine où la pompe à chaleur est potentiellement viable. À ce jour, 16 pays participent à ce HPT. Parmi les membres de l'Union européenne, on va retrouver l'Autriche, la Belgique, la Suisse, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne. La représentation au niveau Amérique, c'est plutôt l'Amérique du Nord avec les USA et le Canada. Et côté Asie, donc le Japon et la Corée du Sud participent actuellement donc à ce HPT.
et la Chine devrait rejoindre prochainement ce groupe de pays. Alors, un programme collaboratif technologique, donc un PCT, et en particulier le HPT, permet de travailler et d'échanger avec des acteurs internationaux. Hein. Donc, surtout, ça permet de créer un réseau d'acteurs et des acteurs d'excellence dans le domaine qui est du PCT concerné. Ça permet surtout d'optimiser les orientations tant au niveau de la recherche nationale de ces pays participants qu'au niveau international, en définissant aussi la recherche commune parce que les besoins sont partagés. Donc on fédère en fait à la fois des fonds et des capacités et du coup on va gagner en efficacité par cette mise en commun. Ça permet aussi d'anticiper de façon partagée les futures évolutions et les recherches à venir. Et bien sûr, on va profiter de cette compétitivité internationale et de la dynamique engendrée par cette coopération. Donc, associé adjoint au HPT, il y a ce qu'on appelle le HPC, le Heat Pump Center, qui est en fait l'organe de dissémination et de diffusion des informations du HPT. Et il sert aussi cet organe de secrétariat au comité exécutif du HPT. Le comité exécutif est l'instance qui va prendre des décisions par rapport aux règles de fonctionnement du HPT, aux différents travaux qui sont amenés à être réalisés et également à la diffusion et aux relations avec d'autres organismes dans le domaine tels que l'Institut international du froid, le HPA, European Heat Pump Association, avec l'association Eurovent, etc. Ce rôle de Heat Pump Center est aujourd'hui confié à un organisme suédois qui s'appelle RISE, RISE signifiant Research Institute of Sweden. Donc, je vous invite à aller voir sur le site dédié à ce HPT, www.heatpumpingtechnology.org, les différentes activités et de suivre également ces activités, soit par le compte Twitter, soit par le compte LinkedIn. Donc voilà à côté le petit logo du HPT qui est indiqué à chaque fois qu'il y a des activités relatives donc au Heat Pumping Technologies. Alors, que fait ce HPT? On a dit donc c'était des travaux collaboratifs qui portent un nom un petit peu particulier puisqu'on les appelle des annexes. Donc, ce sont des projets. Comment émanent ces projets? En fait, il y a une réunion annuelle, un petit peu de réflexion, de brainstorming, d'où émergent certaines idées. Donc, initialement, cette réunion était une réunion des membres participants du HPT. Aujourd'hui, elle a été étendue à tout participant qui souhaite échanger dans le domaine de l'application des pompes à chaleur. C'est pour ça qu'elle s'appelle National Expert Meeting aujourd'hui. Elle a lieu en général à l'automne et donc émergent de ces réunions des idées et peut-être éventuellement une idée qui fédère l'intérêt de plusieurs participants. À l'issue de ça, si un participant souhaite effectivement approfondir le sujet, il va pouvoir prendre cette idée partagée et préparer ce que je pourrais appeler une feuille de route qu'ils appellent un legal text dans le jargon du HPT, qui va décrire bien entendu le contexte, la problématique, les objectifs que se vise cette étude, un programme de travail qui est défini sous forme de tâches, et puis des livrables et une durée et un planning de réalisation. Pour qu'une annexe, une nouvelle annexe soit adoptée, il faut qu'il y ait un accord sur ce fameux legal text, donc le contenu, la feuille de route que les participants éventuels vont partager. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va coordonner le travail des différents partenaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un operating agent. Donc, il y a un participant qui va se proposer pour être coordinateur. Il faut également qu'il y ait au minimum 2 pays engagés à participer à cette annexe. Et donc, l'adoption officielle d'une nouvelle annexe avec une numérotation se fait lors d'une réunion ou d'un vote du comité exécutif.
Le principe de collaboration dans ces annexes est basé d'une part sur un autofinancement pour les contributions techniques des participants. Alors quand je dis participants, c'est bien entendu des participants parmi les pays membres du HPT, mais au sein d'un même pays, il peut y avoir différents participants, c'est-à-dire différents organismes partenaires. Il est souhaité que chacun de ces participants puisse contribuer à au moins une et de préférence plusieurs tâches au sein de cette annexe. Néanmoins, les contributions techniques donc sont apportées par ces différents participants de façon volontaire. Par contre, il est nécessaire d'avoir une contribution financière aux frais de coordination, c'est-à-dire des travaux de l'operating agent. Donc, il y a un petit peu cette contribution s'échelonne à peu près entre 3 000 et 7 000 euros par an par pays participant. Et cela dépend bien évidemment du nombre de pays participants. Généralement, elle se situe aux alentours de 3 000 à 5 000 euros par an, sachant qu'une annexe dure à peu près 3 ans et qu'en général, il y a entre 5 et 6 pays participants. Les participants s'engagent également aussi à rédiger des articles pour les différents supports d'information et de diffusion de cette information qui sont gérés donc pour le HPT par le HPC. Pour chaque annexe, il y a un site internet qui est dédié où vous pouvez retrouver une information sur l'avancement des travaux de cette annexe. Donc, c'est un sous-site, entre guillemets, du Heat Pumping Technology du site du HPT. Le HPT a été créé en 1978 et aujourd'hui, on a donc 54 annexes qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation et qui ont traité de domaines très divers et variés relatifs aux pompes à chaleur. Comment se structure une annexe? En fait, le programme type est un petit peu toujours le même. Donc, pour répondre à la problématique qui est posée par l'annexe, on a bien entendu une première démarche qui est d'établir un état de l'art, voire des données marché si nécessaire, sur le sujet qui va être traité. Ensuite, on va décrire les systèmes ou les concepts qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à la problématique posée. Et on va les étudier au travers soit de modélisation, de développement d'outils, de développement de prototypes, de monitoring, de suivi terrain, pour pouvoir mettre en avant des projets exemplaires ou des recommandations, établir des recommandations pour répondre donc à la problématique qui a été déterminée dans le cadre de cette annexe. Toute annexe a un volet concernant la communication et la dissémination des informations et des résultats des travaux de ces annexes. Et là, c'est un point important donc de ces annexes et de la vocation du HPT qui est d'être une source d'information indépendante sur les travaux de R&D sur les pompes à chaleur. Une annexe est clôturée lorsque le rapport final qui est présenté par l'operating agent est approuvé par le comité exécutif. Donc, à ce jour, nous avons 8 annexes en cours. Donc, quelques-unes de ces annexes, les dernières en bas du tableau, vont se clôturer en fin d'année. Et comme je l'ai dit, la plus récente, l'annexe 54, qui vous sera présentée lors de ce webinaire, a démarré en janvier 2019. Aujourd'hui, nous avons 4 annexes en cours où la France est participant. L'annexe 51 sur la signature acoustique avec des contributions communes du CETIAT et du CETIM. Et 3 autres annexes, les annexes 50 sur les pompes à chaleur dédiées aux petits logements collectifs, les pompes à chaleur industrielles annexe 48 et les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire annexe 46, où la contribution française est celle de EDF. Au niveau de la dissémination des informations, on a plusieurs supports, un rapport d'activité annuel, un magazine avec trois numéros par an dans lequel vous trouverez des informations sur les marchés des différents pays, des articles techniques assez pointus et assez denses, et bien sûr un point d'avancement sur les différentes annexes en cours.
Donc, vous pouvez lire ce numéro du magazine en ligne et vous pouvez également télécharger non seulement le dernier numéro, mais tous les numéros du HPT Magazine qui sont parus depuis sa création. Et ce téléchargement est gratuit. Un élément phare également dans la dissémination de l'information du HPT, c'est l'organisation de conférences. Donc, cette conférence a lieu tous les 3 ans. La dernière édition a eu lieu en mai 2017 à Rotterdam et la prochaine se prépare et aura lieu en mai 2020, donc en Corée du Sud. Donc, je vous invite à aller sur le site hpt2020.org de cette 13e édition de la conférence, sachant que donc vous êtes déjà invité à à soumettre des résumés pour des articles. Cette soumission a été ouverte en début d'année et est ouverte jusqu'au 15 mai. Et la clôture pour la soumission des articles se fera en novembre 2019. Toutes les informations, toutes les publications disponibles sur le site, elles sont disponibles à partir donc du bandeau du site HPT que je vous présentais en bas de cette diapo. Donc, au travers des projets, vous aurez des informations sur les différentes annexes, qu'elles soient clôturées ou en cours. Un volet publication où vous retrouverez avec une sélection possible des articles du HPT, des rapports, des résumés des annexes, également les proceedings des différentes conférences jusqu'en 2014. La conférence de 2017 sera mise en ligne dès que la conférence 2020 aura lieu. Et puis, donc, une connexion aussi sur le site de la conférence. Vous y retrouverez également des données marchés et des informations sur les différents travaux R&D menés par les pays participants au HPT. Donc, voilà un site assez complet sur les activités du HPT. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions de poser pendant cette partie. Oui. Donc, on va essayer d'y répondre. Je vais les afficher. Alors, on a 2 questions. La première, y aura-t-il encore, comme les années précédentes, des journées techniques ADEME-CETIAT, des présentations des travaux de l'AIE? Alors effectivement, en 2015, 2016 et 2017, c'était le format que l'on avait choisi pour la restitution des activités du HPT. On a souhaité passer sur le mode webinaire qui nous semble plus facile et plus intéressant parce qu'il permet donc d'ouvrir la diffusion de l'information à un public plus large, puisque justement ça peut se faire pour chacun d'entre vous en restant dans vos bureaux. Donc on peut avoir un public beaucoup plus ciblé, beaucoup plus large. Et puis ça permet de se concentrer sur un temps un petit plus court, avec des webinaires de 1h30 à peu près. Alors que la journée technique, on est obligé d'y consacrer, comme on dit, une journée entière. Et de ce fait, oui, réponse à la question numéro 2, il y aura d'autres webinaires pour présenter d'autres sujets sur les activités du HPT et on en reparlera à la fin de ce webinaire. Donc, on va poursuivre ce webinaire avec la présentation donc d'une annexe, l'annexe 42. Et pour ce faire, je passe la parole à mon collègue Pierre Pardo. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats de l'annexe 42, qui traitait des pompes à chaleur dans les réseaux intelligents. Donc le CETIAT n'a pas participé à ces travaux. Ici, l'idée, c'est de vous donner les principales conclusions de l'annexe et de vous faire un résumé de l'étude. Donc tout d'abord, débutons par la présentation de l'annexe. Donc le titre de cette annexe était Heat Pumps in Smart Grids. Donc 9 pays ont participé à cette annexe. Donc les Pays-Bas qui étaient le pilote de cette annexe, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Corée du Sud, l'Angleterre et les États-Unis. Donc l'annexe a débuté en mai 2013 et elle s'est terminée en janvier 2017.
Et donc ici sur le côté, vous voyez le rapport final. Donc c'est ce rapport final en fait qu'on a synthétisé, qu'on va vous présenter ici. Concernant les différents organismes qui ont participé à cette annexe, donc ils sont indiqués ici. Donc on va retrouver des instituts de recherche comme le Fraunhofer en Allemagne, des industriels comme en France donc EDF ou Alliander aux Pays-Bas. Donc voilà, en France donc c'est EDF qui a participé à cette annexe. Donc l'objectif de cette annexe, le principal objectif était de mieux comprendre les opportunités d'utilisation des pompes à chaleur dans les réseaux intelligents afin de réduire les consommations d'énergie primaire, les émissions de CO2 et les coûts énergétiques. Donc ça, c'est ce qui est affiché comme objectif général. Ensuite, cette annexe avait des sous-objectifs qui étaient notamment donc de créer un réseau d'experts autour du sujet pompe à chaleur dans les réseaux intelligents, développer les connaissances et répertorier les informations existantes, donc globalement faire un état de l'art sur les projets en cours et ce qui existait, générer des informations pour les décideurs et pour les parties prenantes du secteur des pompes à chaleur, identifier et connaître les processus décisionnels liés au PAC, donc dans un réseau intelligent, trouver une synergie avec la production d'énergie renouvelable pour accroître la flexibilité du réseau, et enfin, utiliser les nouvelles technologies et identifier les besoins en développement de technologies pour établir les perspectives du futur. Donc tout d'abord, avant d'attaquer sur la synthèse des résultats, on va rapidement vous présenter les principaux acteurs dans les smart grids. Donc globalement, on va retrouver 4 acteurs principaux. Les premiers vont être les énergéticiens. Donc ils vont être les producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseaux, de transport, typiquement RTE en France, les distributeurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité. Ensuite, il va y avoir les décideurs et les institutionnels. Donc en décideurs, typiquement, il y a l'État, l'ADEME et l'ANR, et en institutionnel, le CRE. Ensuite, on va retrouver les agrégateurs. Donc les agrégateurs, en fait, c'est une entité qui va faire le lien entre donc les producteurs d'énergie et le marché de l'énergie pour offrir de la flexibilité aux fournisseurs d'énergie en lissant la demande. Alors typiquement, ça veut dire quoi? C'est globalement, quand il y a un pic de consommation, l'agrégateur va demander à un industriel d'effacer sa consommation énergétique. Cela va permettre en fait d'éviter aux fournisseurs d'énergie typiquement d'allumer une centrale thermique qui est peu efficace. Et enfin, les derniers acteurs sont les consommateurs, qu'on va appeler les utilisateurs finaux ou les usagers. Donc l'annexe 42 s'est structurée en 4 tâches. Donc la première tâche était tout d'abord donc de réaliser un état de l'art avec pour objectif de répondre à la question suivante, donc quel est le potentiel des pompes à chaleur à capter la flexibilité? Donc cette analyse est faite par pays. Donc la flexibilité, qu'est-ce que c'est globalement? C'est la capacité d'un appareil à effacer sa consommation sans dégrader le confort pour l'utilisateur. C'est une des définitions, il y en a d'autres. La seconde tâche consistait à générer des scénarios d'agrégation et les modéliser, avec pour objectif donc d'approfondir les connaissances sur l'intégration des pompes à chaleur dans un réseau intelligent et d'identifier les avantages et les inconvénients de cette intégration. La troisième tâche proposait donc de présenter les projets de démonstration donc par pays. Donc ici, un recensement et une analyse des projets de démonstration a été réalisé. Et enfin, la dernière tâche est une feuille de route. Donc l'idée ici était de présenter les perspectives de travail pour les travaux futurs. Donc nous allons débuter avec l'état de l'art. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit, de cet état de l'art, c'est comprendre le statut actuel et les modifications futures de l'utilisation des pompes à chaleur dans les réseaux intelligents. Donc pour évaluer le potentiel des pompes à chaleur dans les différents pays, 5 facteurs ont été proposés. Donc le premier facteur sont les drivers for heat pump, donc ce qu'on va appeler nous les moteurs. Donc que sont ces moteurs? En fait, on va se poser la question donc pourquoi nous avons besoin de flexibilité.
Globalement, les exemples qui ressortent sont on a besoin de flexibilité pour limiter la congestion du réseau électrique ou pour équilibrer la demande et la production, ou encore pour avoir une sécurité d'approvisionnement de l'énergie pour éviter les blackouts. Donc typiquement, un pays qui est déjà au fait de ces challenges va avoir une situation optimale. Le second point donc va être la quantité donc de chaleur de pompes à chaleur qui sont installées dans le pays. Donc on va se poser donc le nombre de pompes à chaleur qui sont installées dans le pays, quel type de pompe à chaleur est installé, est-ce que c'est des pompes à chaleur RO, RR, et est-ce qu'on utilise un système de stockage. Donc typiquement ici, une situation optimale pour le pays, ce serait d'avoir beaucoup de pompes à chaleur qui seraient installées ou un marché qui croît. La technologie de pompe à chaleur qui permettrait le plus de flexibilité serait une technologie de pompe à chaleur RO, branchée sur un plancher chauffant et qui utilise un système de stockage. Le troisième facteur va être les caractéristiques des bâtiments. Donc ici, on va regarder l'âge des bâtiments, les propriétés thermiques et leur niveau d'isolation. Et également, on va regarder la taille des bâtiments. Donc ici, une situation optimale serait d'avoir des nouveaux bâtiments et bien isolés. Le quatrième facteur, donc Energy Pricing Level, ici on va regarder le coût de l'énergie électrique, le ratio entre le prix de l'électricité et le gaz, et enfin, est-ce qu'il existe déjà des tarifs préférentiels au niveau de l'électricité? Typiquement en France, on a les heures pleines et les heures creuses, donc pour consommer à d'autres moments. Une situation optimale ici serait d'avoir donc un prix de l'électricité faible, un prix du gaz élevé et des tarifs flexibles qui existent déjà. Et le dernier facteur qui va déterminer si les packs ont un potentiel de flexibilité important dans le pays, ce sera donc les utilisateurs finaux. Ici, on va se poser la question du comportement de ces utilisateurs. Donc, quelle est leur consommation d'énergie? Quel type de système de chauffage utilisent-ils? Est-ce qu'ils sont propriétaires de leur logement? Parce que s'ils sont propriétaires, ils vont pouvoir choisir leur système de chauffage, alors que s'ils sont locataires, ils n'auront pas vraiment le choix du système de chauffage à utiliser. Donc, grâce à ces 5 facteurs, les pays ont été notés pour répondre à la question suivante. Donc, quel est le potentiel des pompes à chaleur à capter la flexibilité? Donc ici, vous avez le tableau de résultats. Donc globalement, vous avez par pays et donc les différents facteurs qui ont été notés. Donc vous voyez, ça va de plus à moins en rouge. Donc il y a 5, globalement, c'est une échelle de 1 à 5. Donc les pays où les pompes à chaleur ont le plus de potentiel à capter la flexibilité sont la France et la Suisse. Et les pays où les pompes à chaleur ont le moins la possibilité de capter cette flexibilité sont l'Angleterre et les Pays-Bas, qui utilisent majoritairement du gaz, et typiquement en Angleterre, très peu de pompes à chaleur sont installées. Donc pourquoi en France ce potentiel est-il élevé? Tout d'abord parce que la congestion du réseau, donc les moteurs et les marges journalières d'exploitation sont déjà des défis à gérer, donc pour le réseau de transport et les producteurs d'énergie. Le marché du chauffage électrique est le plus important d'Europe et les packs sont largement installés dans les logements français. Donc la conclusion qui ressort, c'est qu'il existe une ressource de flexibilité importante et une grande expérience dans la gestion des temps de fonctionnement du chauffage électrique. Aujourd'hui, le plus grand défi en France, le principal défi en France, est de transposer ce qui a fonctionné pour le chauffage électrique aux pompes à chaleur et de savoir comment profiter de la flexibilité dans un parc de bâtiments vieillissant. Les principaux défis qui ont été identifiés à la fin de cet état de l'art sont les suivants. Donc tout d'abord, il fallait mieux caractériser le bâti en se posant les questions suivantes. Donc comment la chaleur est-elle stockée dans les bâtiments et comment peut-elle être puisée pour générer de la flexibilité? Les bâtiments neufs sont-ils la seule ressource de flexibilité? Donc ça, c'est des questions auxquelles il faudra répondre. Ensuite, un autre défi était la limite de stockage dans les logements. Ici, on s'est
on a regardé la limite physique. Est-ce qu'on peut installer, par exemple, un ballon de 300 litres pour stocker de la chaleur dans une maison? Dans un appartement, on pourrait dire, il y a une limite physique, l'appartement est trop petit, donc on ne peut pas installer ce type de stockage. Donc les questions qui se posent ici sont quelles sont les opportunités d'obtenir de la flexibilité si les systèmes de stockage sont limités? Et donc, quel peut être le rôle des systèmes hybrides, donc une pompe à chaleur couplée à une chaudière et des packs RR? Le troisième défi est la limite économique, notamment pour l'utilisateur final. Donc, est-il possible pour l'utilisateur final d'obtenir un bénéfice financier s'il fournit de la flexibilité au réseau? Et le dernier défi, donc, c'est la perception par l'utilisateur final. Donc ici, on va se poser la question, donc, quels sont les meilleurs moyens d'influencer le comportement de l'utilisateur final et de stimuler sa volonté pour contribuer à la flexibilité? Donc voici les principales conclusions donc, de l'état de l'art. Maintenant, nous allons passer donc à la partie seconde tâche, donc qui sont les scénarios, la modélisation. Donc ici, les objectifs étaient d'approfondir les connaissances de l'intégration des packs dans un réseau intelligent et d'identifier les avantages et les inconvénients. Avec pour idée donc d'explorer la flexibilité que peuvent offrir les packs dans un réseau intelligent. Donc je vous ai remis les définitions de la flexibilité qui sont présentées dans le rapport. Donc ici, il y en a 3. Donc la première, c'est la fraction de la journée pendant laquelle le confort thermique est maintenu et la pompe à chaleur ne fonctionne pas. La seconde définition, c'est donc la durée d'interdiction de fonctionnement de la PAC. Et enfin, la troisième définition, c'est la capacité à suivre un signal externe. Typiquement, la PAC va fonctionner en fonction du prix de l'électricité. Ici, on vous propose cette slide qui est tirée du projet Premio pour illustrer des scénarios d'agrégation. Donc typiquement, sur la gauche, vous voyez la courbe de demande d'énergie dans une journée typique. On voit qu'il y a une pointe de consommation, généralement qui se trouve entre 18 et 20 heures en France. Donc il va y avoir différentes actions qui vont être menées, donc de l'efficacité énergétique. Donc on va avoir des produits qui sont plus efficaces. Donc voici l'impact que ça va avoir sur cette courbe de consommation. Donc on va avoir besoin de moins d'énergie et on va diminuer la puissance instantanée à produire. Maintenant, si on veut une réduction directe de la pointe de consommation, donc on veut effacer la pointe de consommation, l'impact sera une diminution de la consommation d'énergie et une diminution forte de la puissance à fournir. Un autre scénario d'agrégation va être le déplacement de cette pointe de consommation. Donc ici, suivant les solutions prises en compte, on va avoir une énergie qui va diminuer ou augmenter, par contre une forte diminution de la puissance. Maintenant, si par exemple on utilise des énergies renouvelables et donc on a une production d'énergie locale au moment de la pointe, on va avoir une consommation d'énergie équivalente, par contre une forte diminution de la puissance. Et le dernier scénario d'agrégation, ça va être le stockage et le déstockage. Donc cette fois-ci, on va stocker de l'énergie en amont pour la restituer en déstockant au moment de la pointe de consommation. Donc voici une illustration en fait des scénarios d'agrégation qui sont utilisés pour les modélisations. Donc dans les modélisations, les thématiques traitées sont les suivantes. Donc on va retrouver des sujets autour de la flexibilité, autour du déplacement de la pointe de consommation, de la réduction de la pointe de consommation. Il y a également en fait des stratégies de contrôle et des modèles prédictifs qui ont été mis en place. Une thématique sur la durée d'interdiction du fonctionnement de la pompe à chaleur, la gestion d'un groupement de pompes à chaleur, donc là d'un pool de PAC, la régulation de la charge partielle de la PAC, le contrôle par un signal extérieur, typiquement le prix, et la gestion de la charge résiduelle intermittente. La France, globalement, a traité de ces trois sujets, donc le déplacement de la pointe de consommation, les stratégies de contrôle et la régulation de la charge partielle de la PAC. On n'est pas rentré dans le détail des modélisations, mais quoi qu'il en soit, en fait, les principales conclusions qui ressortent et les idées importantes en fait de ces modélisations sont les suivantes. Donc tout d'abord, il a été noté qu'il y a une influence significative du bâti sur le degré de flexibilité et sur la durée de non-fonctionnement de la PAC.
le bâti va être utilisé finalement comme système de stockage d'énergie thermique. L'intégration d'un stockage thermique va apporter plus de flexibilité. Par contre, l'efficacité énergétique sera réduite, tout simplement à cause des pertes thermiques durant le temps de stockage. Une conclusion aussi assez importante, donc un fonctionnement intelligent, donc une agrégation conduit à une consommation d'électricité généralement plus élevée. Une autre conclusion était qu'une forte pénétration des packs, donc qui vont consommer de l'électricité, pourrait avoir un impact négatif sur le réseau d'alimentation basse tension et conduire à des congestions de réseau. Et enfin, donc, la conclusion la plus générale est assez importante. Donc, les packs sont capables de fournir un niveau de flexibilité utile sans intervention significative sur le système de chauffage ou sur la structure du bâtiment. Donc ça, c'est quand même une conclusion très intéressante, surtout, notamment quand on va utiliser des packs RO. Donc maintenant, on va passer à la tâche 3, avec des projets de démonstration. Donc au total, 36 projets de démonstration ont été analysés. Donc le camembert ci-dessous représente le nombre de projets par pays. Donc globalement en France, il y a 3 projets qui ont été analysés. Et là où il y a le plus de projets qui ont été répertoriés et analysés, donc c'est en Suisse et au Danemark. Donc dans ces projets, en fait, 4 questions principales ont été traitées. Donc ici, la première question est la suivante. Donc, quelle est la valeur des packs pour répondre à des décalages de pointe et à d'autres mesures d'agrégation? Donc, les objectifs des projets étaient d'essayer de répondre à ces questions. Donc, vous voyez le taux de réponse, en fait, à cette question pour l'ensemble des projets. Donc, globalement, 90% des projets ont essayé de répondre à cette question. Donc, c'est un point qui a été traité. Quelles sont les méthodes de régulation, les technologies et les protocoles nécessaires pour fournir une réponse à la demande fiable? Également, cette question a été largement traitée dans les projets, donc avec 90% des projets qui l'ont traitée. La troisième question est donc, quelle est la perception des usagers soumis aux mesures d'agrégation? Donc le comportement de l'utilisateur final. Ça aussi, c'est une question qui a été traitée dans l'ensemble des projets. À 90% à peu près aussi également. Et enfin, la dernière question, donc, c'est quel est le potentiel technique des pompes à chaleur dans les bâtiments résidentiels pour contribuer à la flexibilité des réseaux intelligents? Donc, c'est la question qui a été le moins traitée par les projets, puisqu'en fait, 60% des projets l'ont traité ou partiellement traité. Donc voilà, 4 questions majeures auxquelles les projets devaient répondre. Concernant les scénarios d'agrégation qui ont été testés dans les différents projets recensés, donc ils sont présentés ici. Donc globalement, vous avez les pays dans lesquels les projets sont, le nombre de projets qui ont testé le scénario, et enfin le scénario testé. Donc le déplacement ou la réduction de la pointe de consommation a largement été traité, donc avec 22 projets. Les infrastructures de communication standardisées ont été traitées, mais sur 4 projets, donc au Danemark et en Angleterre. Le prix de l'énergie dynamique a été largement traité aussi, avec 20 projets qui l'ont traité, dont un projet en France. L'intégration des énergies renouvelables dans les smart grids a également été traitée. L'agrégation de la charge, on va retrouver ensuite l'autonomie énergétique et des modèles économiques. Donc les scénarios qui ont été le plus traités sont la réduction et le déplacement de la pointe et le prix de l'énergie dynamique. Ce qui ressort de l'ensemble de ces projets et ce qui est commun à tous ces projets, en fait, c'est le défi lié aux usagers. Globalement, il faut, c'est une des conclusions, oui, principales, il faut comprendre et anticiper le comportement des usagers et intégrer les usagers dans l'expérimentation. Donc l'engagement des usagers est un point clé pour la réussite des smart grids, puisqu'on va demander un effacement du système de chauffage à ces usagers, donc il va falloir qu'ils acceptent cette agrégation. Et 3 comportements ont été identifiés. Donc tout d'abord, les usagers ont une compréhension et un intérêt limité pour les technologies de chauffage et souvent sont peu impliqués.
Donc un usager qui ne va pas être très intéressé pour être engagé dans une smart grid. Ensuite, les usagers qui vont être intéressés par le projet ayant donné un retour positif mais sans engagement particulier. Et enfin, donc des usagers avec un engagement et une réponse très positive et qui sont fortement impliqués dans l'expérimentation. Donc l'ensemble des projets, voilà, conclut qu'il faut absolument comprendre et anticiper le comportement des usagers pour la réussite des smart grids. Et donc finalement, cette annexe arrive à la feuille de route suivante. Et la question qui est posée, donc, c'est quelles réponses peuvent apporter les PAC dans les réseaux intelligents. Donc l'annexe a permis donc de répondre à cette question. Donc tout d'abord, les PAC permettront donc de maîtriser la charge du réseau pendant la production d'énergie renouvelable. Elles permettront de maintenir la charge du réseau sous contrôle dans des conditions climatiques extrêmes. Elles permettront également d'augmenter l'autoconsommation des énergies renouvelables, de vendre de la flexibilité au réseau au profit des opérateurs, donc les gestionnaires, les distributeurs et les agrégateurs, et également d'accroître la part des PAC dans le système énergétique. Et donc, vous voyez sur la figure de droite les futurs défis et les parties prenantes qui devront traiter ces défis. Donc, il va y avoir des barrières techniques. Donc là, ce sera les industriels, les chercheurs et les énergéticiens qui devront s'en charger. Bien connaître le comportement des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est l'ensemble des parties prenantes qui devront s'en occuper. Et également, un point important dont on n'a pas parlé, c'est le cadre réglementaire autour des smart grids, voilà, qui doit évoluer justement pour permettre leur réussite. Et aussi, donc, trouver des sources de valeur de ces smart grids. Donc voici pour la synthèse de ces travaux de l'annexe 42. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Alors la première question, donc la définition de la flexibilité utilisée dans cette étude est-elle classique ou a-t-elle été créée spécialement pour cette étude? Alors, comme je l'ai montré, il n'y avait pas qu'une définition, donc je vous en ai proposé une au début qui était de dire, donc c'est le maintien du confort pour l'usager tout en permettant une non-consommation de la PAC. Mais on a vu par la suite qu'il y en avait deux autres, typiquement, qui étaient donc la réponse à un signal de prix ou une durée de mise hors tension de la PAC. Donc finalement, la flexibilité va avoir plusieurs définitions. Et donc, suivant les pays et suivant les besoins, on va retrouver une définition différente. La seconde question donc, est la suivante. La modélisation conclut que le fonctionnement intelligent consomme plus d'électricité. C'est surprenant. Est-ce une conclusion générale? Alors, généralement, oui, alors c'est une conclusion générale de la modélisation. Oui, ça consomme plus d'électricité parce que il va y avoir une part de stockage d'énergie dans la majorité des cas. Et donc, quand on va stocker l'énergie, on va avoir des pertes thermiques qui vont s'ajouter à la consommation. Typiquement, pour chauffer un bâtiment, la puissance va être fonction de la température extérieure. Donc, si on efface ou non sa consommation, on aura besoin de la même puissance. Si on stocke l'énergie avant, donc le système de stockage aura des pertes thermiques, donc on consommera plus d'énergie finalement pour arriver au même confort. Voilà, et Michel me rajoute une remarque, on consomme plus, mais on consomme mieux, globalement. Et donc, slide 30, qu'est-ce que l'agrégation de la charge? Alors, je vais revenir sur la slide. Hop. C'est l'agrégation, en fait, si on revient sur le graphique, ici. Donc, si on revient sur ce graphique, globalement, c'est la gestion de la charge au cours du temps pour qu'elle soit plus stable. Après, pour avoir plus d'informations sur ce point-là, il faut aller voir
dans le rapport final. Je pourrais pas vous en dire plus. Une autre question, donc juste quelle est la typologie de pack analysé, pack RR, pack RO, pack géothermique. Donc dans la modélisation, il y a des packs RO et des packs RR qui ont été analysés. Donc les packs RO apportent un potentiel important et justement les packs RR ont été analysés également pour voir l'apport qu'elles pouvaient avoir dans les smart grids. Et la géothermie, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Donc voilà pour cette partie. Je vais laisser la place à Michel maintenant. Bien, nous arrivons à la troisième partie de ce webinaire. Et donc là, on va parler d'une nouvelle annexe tout à fait récente, qui est l'annexe 54, et donc qui a pour intitulé « Pompe à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à faible GWP ». Alors, le contexte de cette annexe, pourquoi ce sujet? Bien évidemment, c'est la situation réglementaire. D'une part, avec l'amendement de Kigali au protocole de Montréal, qui a eu lieu en 2016, et qui incite donc à la réduction progressive des HFC, puisque les objectifs de cet amendement, c'est de réduire donc de 80 milliards les émissions de CO2 d'ici à 2050 et de limiter également le réchauffement climatique avec un objectif par contre à 2100, une limitation à 0,5 degrés. Et puis dans le domaine, enfin dans l'espace européen, il y a également donc le règlement F-Gaz qui lui impose un calendrier de réduction des émissions de CO2 avec une réduction qui atteint plus des 2/3 des émissions pour 2030. Donc même si le calendrier est donné en termes de réduction d'émissions de CO2, on peut le traduire très facilement en réduction aussi des quantités de fluides frigorigènes tels qu'on les connaît aujourd'hui utilisés. Alors, bien évidemment, il y a déjà eu un certain nombre de fluides à faible GWP qui ont été recensés, identifiés, analysés, en particulier le programme Low GWP AREP, alors 1 et 2 de l'ARI, donc qui avait ciblé le remplacement des fluides frigorigènes R404A, R410A, mais également le R22 et le R407C dans une moindre mesure, où des fluides de remplacement avaient été identifiés. Alors on s'aperçoit qu'en fonction de la puissance de la PAC, on va pouvoir remplacer les fluides tels qu'on les connaît par des fluides à faible GWP, soit qui peuvent se situer dans une classe d'inflammabilité A1, c'est-à-dire des fluides qui ne sont pas inflammables, tels que le CO2 pour des systèmes de puissance moyenne. Soit utiliser des fluides inflammables dans des petites installations avec des faibles charges en fluides frigorigènes. Potentiellement, le propane R290 pourrait être un remplaçant du 410A dans les petites installations. Mais il s'avère que la plus grande partie des solutions ou des fluides identifiés on conduit à créer cette fameuse nouvelle classe d'inflammabilité A2L, donc des fluides faiblement inflammables, mais néanmoins qu'il faut considérer avec attention. C'est le cas du R32 ou de mélanges qu'on va être amené à faire avec ces différents fluides candidats. Alors, ces fluides à faible, les systèmes qui devront demain utiliser donc des fluides frigorigènes à faible GWP pour pouvoir répondre aux objectifs réglementaires et diminuer les impacts environnementaux. Si on considère aujourd'hui que la limite acceptable, entre guillemets, alors le acceptable est vraiment entre guillemets, d'un GWP inférieur à 700, on a aujourd'hui des fluides tels que le R32, des HFO et des mélanges donc de HFC, de HFO, et des fluides dits naturels comme les hydrocarbures, le CO2 ou éventuellement l'eau.
Il ne faut pas oublier qu'il faudra maintenir l'efficacité énergétique. C'est pas parce qu'on va changer de fluide frigorigène et diminuer ses impacts environnementaux en termes de GWP qu'il faut négliger l'efficacité énergétique qui est aussi qui a un impact environnemental également. Donc ça nécessite de regarder de façon attentionnée les différents fluides candidats au remplacement des HFC parce que tous ces candidats, qu'ils soient de classes d'inflammabilité différentes, ont aussi des propriétés thermophysiques, des propriétés thermodynamiques, des caractéristiques de transfert thermique très très divers. Donc il faut bien analyser les fluides pour quelle application et pour quel système, pompe à chaleur ou refroidissement. Donc, les objectifs de l'annexe, c'est bien effectivement d'analyser et de promouvoir l'utilisation de fluides à faible GWP pour accélérer la réduction des HFC et surtout de développer des recommandations sur la conception à la fois des composants et des systèmes et donc leur optimisation en vue d'une utilisation performante de ces nouveaux fluides dans des systèmes pour en réduire tous les impacts environnementaux. Alors, les axes de travail que se donne cette annexe, d'une part de recenser bien évidemment les fluides à faible GWP, et là c'est surtout aussi une réactualisation des connaissances parce qu'il y a de développement sans cesse, des propriétés, des réglementations ou des normes applicables qui sont aussi en évolution. En particulier d'examiner la problématique de la sécurité et de la flammabilité des fluides. Dans quel contexte peut-on utiliser des fluides inflammables? Dans quelles situations? Quelles applications? Optimiser donc les composants et les systèmes qui vont utiliser ces fluides à faible GWP. Analyser les impacts sur le LCCP. Alors LCCP pour Life Cycle Climate Performance, ça veut dire qu'il va falloir regarder l'impact global, pas simplement du fluide mais du système sur l'environnement. À la fois l'impact sur ce LCCP des systèmes actuels, mais également sur l'impact de conception qui vont être optimisés pour utiliser ces fluides à faible GWP. Tout ça en vue d'établir justement des perspectives pour l'utilisation donc des fluides à faible GWP et l'optimisation de la conception de ces systèmes de pompe à chaleur et de climatisation pour une vision à 2030. Donc, pour répondre à ces défis, le programme de travail que s'est donné l'annexe, donc une première tâche, bien évidemment, d'examen des technologies et des fluides existants. Hein. Les fluides, les composants, les architectures, on a dit les règlements, les propriétés, tous les aspects à la fois au niveau du fluide et de la conception des systèmes. La tâche 2 étudiera plusieurs cas et établira des recommandations par rapport à la conception et à l'optimisation de ces composants et de ces systèmes. D'accord. Donc là, il pourrait y avoir le développement de simulations, de prototypes. Ça dépendra de l'implication des différents partenaires dans ce projet. Et surtout, une tâche très importante, donc l'examen de l'impact et de l'optimisation de la conception des systèmes pour réduire le LCCP. Donc, je vous rappelle que LCCP, ça va prendre en compte à la fois les émissions directes liées au fluide frigorigène proprement dit, donc au niveau de ses éventuelles fuites et au niveau de sa dégradation dans l'atmosphère, mais également l'impact des émissions indirectes qui sont liées à la consommation énergétique de l'installation, mais également à la fabrication à la fois des matériaux du système, du fluide frigorigène et du recyclage ou non de ce même réfrigérant et des matériaux utilisés. Donc c'est vraiment un aspect très important. Et ça permet d'avoir une vision globale par rapport à l'impact environnemental au niveau des émissions de CO2. On l'a vu, la tâche 4, ce sera d'établir ces perspectives pour 2030. Et comme pour toute annexe du HPT qui se respecte, la tâche 5 portera sur donc la dissémination et la diffusion des informations et des résultats de cette annexe.
Cette annexe donc a été validée par le comité exécutif lors de sa réunion d'octobre 2018. Les USA se sont proposés pour être le pilote, donc l'operating agent, donc en la personne de Yuno Wang de l'université du Maryland. À ce jour, on a déjà un certain nombre de pays qui se sont totalement engagés à participer à cette annexe, donc bien évidemment les USA, mais aussi l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et la Suède. Et donc, on attend une réponse, une confirmation de la part de l'Autriche, de l'Allemagne et du Canada. Et donc, se pose aujourd'hui, je vous pose aussi également la question, à laquelle je ne vous demande pas de répondre évidemment en direct, c'est est-ce que la France souhaiterait, voit un intérêt à contribuer à répondre aux objectifs que s'est donné cette annexe. Indépendamment des différents pays qui s'engagent ou qui réfléchissent à s'engager dans cette annexe, il y a un certain nombre d'organismes et d'industriels qui se disent intéressés, en particulier bien évidemment l'ARI aux USA, mais également le HPA, donc l'Association européenne des pompes à chaleur, et des industriels tels que bien entendu Chemours et Honeywell pour les fluides frigorigènes, mais également Daikin, Danfoss, Emerson et Johnson Control. Alors, l'operating agent souhaiterait que tous les pays qui vont contribuer à l'annexe qui vont participer à l'annexe puissent contribuer à minima aux tâches 1, 2 et 3, donc sur l'analyse des fluides et de la situation. Et puis, cette analyse par pays se donnera lieu à un rapport de synthèse par le pilote de chaque tâche. Donc, il reste encore à nommer des responsables pour chacune des tâches. L'annexe se met en place. On n'est qu'à mi-février, donc c'est le tout début. Au niveau de la diffusion des informations, il est proposé non seulement d'avoir des rapports d'études, mais de publier bien évidemment des articles, de faire des workshops, des petits ateliers qui pourraient être connexes aux réunions du comité exécutif ou connexes à des conférences dans différents pays. Mais surtout d'avoir des discours ciblés par rapport au public visé. Parce que le public, il est très large. Il concerne les constructeurs de composants de systèmes, donc les industriels, mais également les bureaux d'études et d'ingénierie qui vont proposer des systèmes de chauffage, de refroidissement, de CS, etc. dans les bâtiments, dans des projets. Ça s'adresse également aux experts dans le domaine de la sécurité et de l'inflammabilité, aux décideurs politiques, pour pouvoir éventuellement accepter, par exemple, des fluides de classe A2L, donc ayant une faible inflammabilité, mais néanmoins une inflammabilité. Donc, essayer de voir comment on peut utiliser ces fluides et les intégrer dans la réglementation nationale. Et viser également des ONG qui sont engagées dans des programmes de réduction des consommations énergétiques, des impacts environnementaux, et de les sensibiliser donc à la démarche portée par les acteurs dans le domaine des pompes à chaleur pour contribuer, par l'intermédiaire donc de l'utilisation de fluides à faible GWP, contribuer donc à la réduction à la fois des consommations énergétiques, mais également aux impacts environnementaux. Le planning prévisionnel donc indique un lancement de l'annexe en janvier 2019 pour une annexe qui se terminerait 3 ans après, donc en décembre 2021. Avec une réalisation des tâches 1, 2 et 3, 4 de manière un petit peu successive. En fonction du nombre de pays engagés, par rapport à ce qu'on sait déjà aujourd'hui, la contribution donc financière par pays pour la coordination par l'operating agent devrait se situer à peu près aux alentours de 3 000 à 4 000 euros par an. Voilà. Donc sur 3 ans, ce qui fait entre 9 000 et 12 000 euros au total par pays engagé. Lancement officiel de l'annexe en octobre, mais lancement réel en janvier, puisqu'il y a eu une réunion, un kick-off meeting qui a eu lieu le 12 janvier 2019 à Atlanta, conjointement avec l'ASHRAE Winter Meeting. Et donc 20 participants ont été présents à cette réunion de lancement. Bien évidemment, un fort nombre de participants des États-Unis, mais également des représentants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie
Et pour la France, il y avait une personne du JCI qui participait. Avant toute discussion par rapport à l'annexe, il y a eu 2 présentations de l'état de la connaissance et des fluides à faible GWP et des solutions présentées donc par Chemour et Honeywell. Il devait y avoir également une présentation de l'évolution de ces fluides et de leur potentielle application dans différents systèmes de pompe à chaleur faite par le NIST, mais malheureusement le NIST n'a pas pu participer à cette réunion, donc on n'aura pas cette présentation. Mais néanmoins, ça permettait d'avoir une première approche du périmètre. Les discussions qui ont suivi ces présentations et qui ont fait donc l'objet d'échanges des vues parmi les participants ont porté sur l'importance de la notion de LCCP, l'importance de ne pas se cantonner au GWP, d'avoir une vision plutôt aussi du TIWI, de peut-être recadrer, préciser les applications qui seront visées par cette annexe. Alors ça peut être par les contributions des différents partenaires, des différents participants, en fonction de leur contribution. Est-ce qu'on va viser le chauffage, le refroidissement, le CS, les packs, quel type de pack, RO, RR, etc., la géothermie. Ils ont identifié également un petit peu quelles pourraient être les contributions des participants aux différentes tâches, qui pourraient se positionner un petit peu comme responsables pour la synthèse dans les différentes tâches. Voilà. Donc c'est une première structuration de l'annexe. Il est prévu une deuxième réunion qui aurait lieu en août 2019, justement conjointement avec la conférence internationale organisée par l'Institut international de froid, donc ICR 2019 à Montréal. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé pour participer à cette réunion, à profiter de cette prochaine réunion à Montréal pour rejoindre les participants et voir un petit peu comment vous pourriez être amené à vous joindre à cette annexe. Donc voilà, c'est un appel à contribution. Je pense qu'il peut être intéressant que la France participe à cette annexe et du coup, je vous invite à me contacter pour discuter de votre intérêt et comment la France pourrait être un des partenaires majeurs de cette annexe 54. Voilà, donc on va regarder si vous avez des questions par rapport à cette toute récente annexe. Ah oui. Alors, bien, on va commencer par la première. Est-ce que l'annexe peut être vue comme une suite du programme LOGWP de l'ARI? Fait-elle un petit peu doublon? Alors, ça serait vu comme une suite, mais une suite peut-être élargie, parce qu'en fait, le programme LOGWP était quand même un programme piloté par l'ARI, même s'il y avait un certain nombre de partenaires. Là, c'est un peu étendu peut-être de façon plus internationale. Ça peut être vu par une suite parce que le programme AREP était plutôt pour identifier des fluides frigorigènes et voir un petit peu les sélectionner par rapport à des essais en drop-in, c'est-à-dire je prends une machine telle qu'elle existe aujourd'hui, je vois qu'est-ce qu'elle peut donner en remplaçant son fluide sans changer quoi que ce soit dans la conception de la machine, voir ce qu'on appelait des faibles optimisations, c'est-à-dire je change la soft optimization, je change un petit peu la charge, je fais quelques réglages, mais pas de reconception fondamentale. Donc là, on irait un petit peu au-delà, hein, et peut-être on élargirait aussi les applications, hein, et peut-être plus aussi un peu plus sur la réfrigération ou peut-être aussi un volet pack industriel éventuellement. Ça va dépendre aussi de la contribution possible de chacun des partenaires. Alors non, c'est pas un doublon, hein. Faut le voir comme une poursuite, comme une extension et un approfondissement de ce qui a été déjà lancé par le programme, les programmes de l'ARI. L'analyse des fluides à faible GWP a-t-elle été réalisée au regard de l'étude sur l'impact carbone des packs? L'enjeu est sur le type de F-gaz, la consommation d'énergie, mais aussi sur la quantité de fluide de charge et la technologie monobloc bibloc. Alors, l'étude sur l'impact carbone des packs, je ne sais pas quelle
étude précise, on réfère parce qu'il y a eu quand même il y a eu pas mal d'études autres que celle de Larry qui a été faite sur l'étude sur l'impact des PAC. Alors de toute façon, comme on l'a vu, la première étape de cette annexe, c'est de recenser toutes les analyses, toutes les études qui ont été faites et d'identifier justement à partir de là les candidats pertinents, de faire peut-être une classification par rapport à des applications, etc., pour avoir une vision fine de ce qu'on peut faire par rapport aux différentes applications et par rapport aux différentes fluides. Donc effectivement, il y aura un volet consommation d'énergie, un volet quantité de fluide, comment aussi minimiser la charge en fluide frigorigène, pas simplement le GWP mais la charge, et on regardera en fonction des applications les différentes technologies, monomode, bibloc, multi, hein, les DRV également pour les systèmes RR. Donc le panel est ouvert, ça dépendra des contributions aussi et du potentiel que les partenaires pourront apporter. Pourquoi la limite de 150 n'a pas été retenue pour la définition d'un fluide à faible de GWP? Donc ça, c'était une approche de l'operating agent dans la réunion de lancement, de déjà cibler aux alentours de 700 pour pas peut-être pour pas se fermer certaines solutions à court terme. Donc il faudra effectivement peut-être avoir deux étapes dans la réflexion, une étape moyen terme, une étape court terme. À moyen terme, à long terme, effectivement, il faudra peut-être se ramener à la notion de 150, d'un GWP de 150, mais il ne faut pas se limiter et peut-être pouvoir répondre dès demain, à court terme, à une réduction du GWP, remplacer des fluides qui ont des GWP de 2500 par un GWP de 600 et à mon avis déjà assez pertinent. Existe-t-il un lien entre l'annexe 54 et le TC 182 WG12? Alors, le TC 182 WG12 est un comité normatif qui établit des règles de l'art donc pour l'utilisation des fluides inflammables et qui a pour vocation aussi de pouvoir donner des recommandations pour faire évoluer les réglementations et intégrer cette classe d'inflammabilité A2L dans les réglementations nationales, au moins au niveau européen, des pays membres. Pour l'instant, il n'y a pas de lien du tout, mais il pourra effectivement, peut-être, il sera possible d'instaurer une liaison, je dirais, ou peut-être une façon d'impliquer, soit d'avoir connaissance, bien entendu, de s'appuyer sur les travaux du TC 182 dans le travail de l'annexe 54, mais pourquoi pas, effectivement aussi, informer en temps réel le TC 182 de l'avancement des travaux de l'annexe 54. Ça me semble pertinent d'établir une liaison et une liaison parmi ces deux entités. Quel intérêt de participer si toutes les informations sont diffusées? Eh ben, c'est d'avoir les informations déjà en temps réel, hein, parce que les informations diffusées, elles sont diffusées que pas au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elles sont synthétisées, donc vous n'aurez pas forcément tout le détail si vous n'êtes pas participant, membre. Ça vous permet aussi d'avoir des échanges plus directs avec les différents partenaires de l'annexe, hein, d'avoir une dynamique, de rentrer dans cette dynamique. Donc c'est pas la même chose entre participer activement et je dirais participer passivement en attendant les résultats. Donc je pense qu'il y a un fort potentiel, un fort intérêt à être actif dans ce genre d'annexe. Mais ça, c'est à vous de voir également et de réfléchir à ce que vous pouvez y apporter. C'est la France qui s'engage ou un laboratoire ou une entreprise? Alors, c'est la France qui s'engage dans le sens où c'est l'ADEME en tant que représentant légal qui dit à l'IEA, et c'est même au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que la France souhaite participer à l'annexe 54 du programme collaboratif HPT. Mais la France s'engage en indiquant les partenaires français qui vont travailler dans cette annexe 54. Donc, dans cette annexe 54, on peut constituer un espèce de consortium constitué de laboratoires, d'organismes de R&D, d'industriels. Il faudra voir un petit peu comment on peut s'organiser
pour que cette entité, ce consortium, puisse contribuer en fonction des différents partenaires qui le constituent, apportent leur contribution à différentes tâches de cette annexe. Donc là, en fonction du nombre et de l'intérêt de ces entités, on verra un petit peu avec l'ADEME comment s'organiser. Est-ce que la durée des travaux de l'annexe 54 va être de 4 ans comme les autres annexes? Alors, 2019, 2020, 2021, c'est 3 ans. En général, c'est 3 ans. Quelquefois, il y a une extension d'une année parce que le démarrage est toujours un petit peu lent, sachant que la première année, au moins, il peut y avoir des pays qui intègrent l'annexe un petit peu tardivement, donc il faut, je dirais, raccrocher les wagons, si je puis dire. Donc, mais en général, c'est 3 ans. L'évolution technologique va vite, donc les décisions politiques sont prises rapidement. Le calendrier de cette annexe est-il compatible avec le besoin du marché? On va essayer, effectivement. On est dans une mouvance très rapide et on essaiera de se caler et de pouvoir donner des éléments aux différents publics ciblés de façon à être assez réactif. Oui. Voilà, donc on va passer aux conclusions de ce webinaire. Elles vont être rapides. J'espère que ce webinaire vous aura permis de vous familiariser d'une part avec le fonctionnement donc de ce programme collaboratif sur les pompes à chaleur, donc ce HPT, de voir un petit peu le type d'annexe, les sujets qui sont traités, le type de résultats qu'on peut avoir et l'intérêt éventuellement pour votre organisme à participer à ces annexes. Donc, j'espère aussi que les moments qu'on a pu passer sur les questions-réponses vous auront permis d'avoir des éléments de réponse qui vont compléter les présentations qui ont été faites. Et surtout, je vous invite à aller souvent consulter donc le site de l'AIE-HPT pour voir un petit peu les nouveaux sujets, nous contacter, que ce soit directement Paul Caille qui est le représentant légal ou moi-même. Donc, vous avez nos adresses mail. Pour avoir des informations que vous ne trouvez pas ou avoir des compléments d'informations par rapport à celles que vous pouvez trouver sur le site de l'AIE-HPT. Un dernier élément, donc les diapos qui ont fait l'objet de ce webinaire vous seront envoyés, donc ce support vous sera remis et vous aurez donc la possibilité de les rebalayer, de nous recontacter à ce sujet. Un dernier mot, comme on l'a dit tout au début, le webinaire sera la forme de restitution des activités du HPT au moins 2019. Donc, on envisage d'organiser des webinaires sous cette même forme en juin et en octobre. Donc, vous en serez informés. Ça sera l'occasion de vous présenter d'autres annexes, d'autres résultats et éventuellement de nouvelles annexes qui seront lancées. En particulier, il y a une annexe qui a été tout récemment votée, qui va porter sur l'IoT et les pompes à chaleur, donc l'Internet des objets et la pertinence pour les pompes à chaleur. Et je pense que ça sera un sujet assez intéressant qu'on pourra développer vraisemblablement lors du webinaire du mois de juin. Je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Et donc, Pierre se joint à moi encore une fois pour vous remercier et vous dire à très bientôt. Merci, au revoir.